Notre feu sacré aujourd'hui s'appelle Daniel Rossella. C'est l'un des représentants de la vie culturelle et artistique les plus symboliques de Suisse. Comment ce patron charismatique est-il parvenu à faire d'un rassemblement confidentiel de folk l'un des événements musicaux les plus influents d'Europe? Bonjour Daniel. Bonjour Viviane. Daniel, vous êtes un des représentants les plus symboliques de la vie culturelle et artistique ici en Suisse. Alors on va essayer de voir comment tout ça est arrivé. Le Paléo Festival de Nyon, c'est mythique. Enfant, vous avez rêvé de tout ça déjà? Ça serait beaucoup dire que je rêvais d'un festival. J'en ai rêvé assez vite, à partir de 15 ans peut-être. En tout cas d'organiser des concerts ou d'être dans le milieu de la musique. Quand bien même j'étais doué d'aucun talent pour la musique. C'est pour ça que j'ai fait organisateur. L'histoire de Daniel Rossella est celle d'un homme que rien ne prédestinait à faire carrière dans le milieu artistique. Deuxième fils d'une famille de 4 enfants, formé au départ dans les métiers de l'électromécanique, aujourd'hui et depuis plus de 30 ans, Daniel est pourtant le directeur d'un célèbre festival de musique. Et tu m'as même pas convoqué là, c'est que... badge et sticker. Alors, pour moi, Daniel, c'est d'abord un communicateur. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui arrive, qui s'exprime très très bien, autant de personne à personne, autant au public. Et Daniel a toujours cette force de raconter des histoires ou de parler aux gens, et les gens, même si son histoire était un peu bizarre, ils le croyaient. Et il a réussi comme ça à entraîner plein de gens dans une aventure, qui est cette aventure extraordinaire qui est devenue le Festival de Paléo. Le Paléo, c'est la grande invention de Daniel Rossella. Dans les années 70, aidé de quelques amis, il organise à Nyon son premier rassemblement musical. Quelques décennies plus tard, ce qui n'était au départ qu'un simple festival de folk s'est imposé comme l'un des événements musicaux les plus importants d'Europe. Je dirais qu'il est très pugnace. Quand il a une idée, il veut la réaliser tout de suite. Quand on parle une soirée et qu'il y a des idées qui sortent, c'est pas 2 mois après qu'il va s'atteler au projet. Le lendemain matin, il va arriver déjà avec un pré-projet, avec tous les points à discuter, comment on peut faire ça. Donc dès qu'il y a une idée, il fonce pour la réaliser. Le parcours est atypique et se confond totalement avec le succès tout aussi imprévisible du Paléo. Depuis 1976, le palmarès de Daniel Rossella et son équipe est éloquent. Plus de 2000 artistes, 2400 concerts et spectacles sur scène pour une influence lors de chaque festival de 225 000 spectateurs. Rossella, ou l'histoire d'une success story plus que jamais en marche. C'est le parcours de quelqu'un de passionné qui a mis en place cet événement avec ses amis et puis qui a consacré toute son énergie. Et puis voilà, c'est une passion qui dure et c'est génial qu'à passer 50 ans, cette flamme brille toujours. Vous étiez enfant pas très bon élève, je crois. J'étais pas un mauvais élève, j'avais des notes relativement bonnes dans les branches essentielles, mais j'étais assez indiscipliné et pas très ponctuel, pas très ordré. Et ce qui me valait quand même un certain nombre de réprimandes dans mes carnets hebdomadaires. Puis alors vous vous êtes dirigé vers des études qui n'avaient rien à voir avec la musique, puisque je crois que vous étiez dirigé vers l'électromécanique. C'est quand même assez éloigné. C'est vrai que j'habitais à Changin, qui est un hameau près de Nyon, tout près d'une ferme. Et j'étais presque dans un milieu agricole. Mon grand-père était fermier. Mais mon père travaillait la mécanique et le bois, la menuiserie. Et je trouvais intéressant de me frotter à quelque chose de concret. Mais en fait, au départ, moi, je voulais faire des études d'ingénieur. Et c'est mon père qui a dit, les ingénieurs, ils ne savent pas travailler tant qu'ils n'ont pas fait un apprentissage. Donc, je me suis inscrit pour faire un apprentissage. Alors, je crois que pour payer vos études, vous avez fait un petit peu de vie associative. Ben c'est ça. Après, j'étais à l'école d'ingénieur et là, j'avais plus d'argent. Et je travaillais comme animateur socioculturel à mi-temps, ça veut dire tous les soirs et tous les week-ends. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'organiser le premier concert. J'avais un peu plus de 19 ans. Et c'était une expérience extraordinaire. Ben oui, parce que c'était l'occasion de faire partager ma passion. J'étais un mordu de concerts. J'allais voir plein de concerts. J'écoutais des dizaines de disques. Et là, c'était l'occasion d'expliquer aux autres qu'est-ce que c'était le concert et d'associer tous les adolescents dont je m'occupais comme animateur. Donc il y avait une notion un peu pédagogique et même pour des postes ingrats,
on trouvait preneur pour les nettoyages, pour la sécurité, pour le rangement, etc. Un esprit de milice, au fond. Ben oui, c'était de faire en sorte que tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à ce concert, depuis la création de l'affiche, l'impression des affiches en sérigraphie, la promotion, jusqu'au rangement final, voire au repas qui allait suivre le concert. Et ça, c'était la magie du spectacle. Et j'ai vu que cette magie, elle opérait, puisque tous les ados étaient hyper contents de participer à cet événement. Alors tout ça, c'était en quelle année? C'était en 1973. Le premier concert, c'était en février 1973. Et j'ai fait pendant un certain nombre de mois après l'organisation de ces concerts, et j'ai dû choisir après entre mes études d'ingénieur et le monde du spectacle. Et c'était un choix très difficile parce que je ne voulais pas abandonner mes études d'ingénieur. Puis en même temps, je voyais que c'était impossible de continuer dans le spectacle en faisant ça. Et en même temps, il n'y avait pas d'école d'organisateur de concerts, donc je ne pouvais pas dire bon, je change d'école. Donc c'était un risque important à prendre et j'ai été mal pendant un moment. Jusqu'au jour où il y a un prof qui m'a dit mais de toute façon, ça fait un moment qu'on se demande ce que tu fais là. Si c'est ta passion, écoute-la, et si ça ne va pas, reviens. C'était un bon prof, ça. C'est un bon prof et c'est un bon conseil, surtout. Sûrement, de suivre sa passion. Alors donc en 73, et puis ensuite... Alors après, on a organisé un certain nombre de concerts. Je me suis vite rendu compte que c'était très difficile, que j'ai accumulé quelques déficits. C'était des petits déficits, mais les uns après les autres. Donc je me suis retrouvé avec un certain nombre de dettes. Et puis après, c'était la question, est-ce que j'allais continuer ou pas dans le métier du spectacle? J'ai eu des opportunités d'être dans le métier du spectacle, mais employé, je dirais, d'une structure. Et j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai même imaginé retrouver un autre travail. Et finalement, on s'est accroché. Et ça, c'est l'amitié qui a été forte, parce que quand je doutais, les copains, eux, ils ne doutaient pas. Et on s'est encouragés, et c'est là qu'est née l'idée de manière beaucoup plus forte d'organiser un festival. Il y avait deux bonnes raisons à ça. La première, c'est que sur le plan artistique, ça nous permettait d'équilibrer des têtes d'affiche et des découvertes, parce que quand on faisait des découvertes, on mangeait toujours de l'argent, parce qu'il manquait toujours des spectateurs. Et puis les têtes d'affiche étaient quand même un peu chères et ne laissaient pas grand-chose sur le plan économique. Donc, à la fois au niveau artistique, ça nous permettait de colorer la manifestation avec les artistes qu'on avait envie d'inviter. Et puis sur le plan économique, il y avait une rationalisation des frais. Ça nous permettait de mieux contrôler un certain nombre de recettes, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand il y avait des concerts, tout le monde gagnait de l'argent, sauf nous. Après avoir réussi à mettre sur pied quelques concerts au Centre des Loisirs, Daniel Rossella lance donc en 1976 le First Folk Festival. L'objectif est pour le moins ambitieux, emmener un peu de l'esprit Woodstock dans la salle communale de Nyon. L'équipe d'organisation de l'époque comptait une quinzaine de personnes. Parmi elles, Jacques Mounier, actuel programmateur du Paléo Festival, mais également François Monrayon et Jean-Michel Ostetler, des amis d'enfance de Daniel. Plus de 40 ans après, les trois hommes se retrouvent devant la fameuse salle communale. Tu viens, ça va? En forme? En flashback. En flashback, comme les vieux. Pour moi, cette salle, c'était un mythe. Johnny Hallyday a joué dans cette salle à l'époque où il faisait Killiwatt, donc son premier 45 tours. Et moi, j'ai pas eu le droit d'y aller parce que j'étais trop petit. Alors, c'était quand même un truc, ça voulait dire musique, mais ça voulait dire tous les événements. C'était la seule salle à Nyon où il se passait quelque chose. Sans argent, sans annonceur et sans appui politique, à l'époque, les jeunes gens ont l'idée de louer un char qui déambule dans toute la ville. Il s'agit alors d'attirer les spectateurs et faire connaître le festival, un festival à la programmation déjà très ambitieuse, avec des artistes folk tels que John Renbourn, Jack Trees et surtout Malicorne, célèbre groupe des années 70. Quelque part dans le milieu folk, c'était les stars que tout le monde voulait, donc on était très fiers de les inviter pour la première année. On était allé voir leurs agents à Paris, on avait expliqué notre projet. Et puis là aussi, les agents nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance à une bande de gamins d'une vingtaine d'années. Hein. Donc ça, il fallait le faire. Donc on est aussi reconnaissant que des gens aient pris le risque de travailler avec nous. Et l'audace s'avère payante. En 3 jours, le First Folk ramène 1600 personnes dans la petite salle communale. Un succès qui oblige les organisateurs dès l'année suivante à organiser le festival en plein air. Ce sera sur la plaine de Colovray, un site aujourd'hui fermé au public et plutôt difficile d'accès. C'est machin. Faut que je redescende, mais...
C'est bien, bravo. En 77, il y avait un petit porche d'entrée assez discret. La scène était tout au fond, là, au bord du lac. Et puis il y avait une deuxième scène pour les artistes découvertes, mais c'était juste un char qu'un paysan nous avait proposé. Et les artistes jouaient là, sans sono, c'était vraiment roots. Il fallait vraiment avoir du courage pour se lancer sur cette petite scène. La seule problématique du terrain qu'il y avait à l'époque, c'était la resquille. Et on avait de la chance parce que le terrain était entouré de ronces, de piquants. Donc les resquieurs qui venaient la nuit, on les entendait de loin parce que ça gueulait « aïe, aïe, aïe !» Et on les repérait tout de suite, mais c'était un peu le gros problème. Car là encore, le succès est immédiat. Mais cette fois, ce ne sont plus 1600, mais 17 000 personnes qui investissent le terrain, aux grandes dames de la population locale. Les gens de Nyon étaient très inquiets parce que c'était des babacools qui débarquaient avec les cheveux longs. Et la bourgeoisie nyonnaise était assez inquiète d'être envahie par tous ces jeunes. Et il a fallu quelques années pour que le festival soit vraiment accepté par la population locale. Ce qui est resté, c'est quand même une très forte amitié, puisque une amitié vis-à-vis de toutes les personnes qui ont participé à ce festival, d'une part, qui sont des liens assez forts, et puis aussi une certaine une amitié, presque un amour, je dirais, pour le festival. Et alors ça a été le First Folk Festival pendant combien d'années? Bien après, ça s'appelait le Nyon Folk Festival. Et qui s'est déroulé en plein air à Collovray en 1977. Et puis après, on a changé de nom. Dans les années 80, on a ajouté d'abord le nom de Paléo. Alors Paléo, pourquoi Paléo? Qu'est-ce que c'est Paléo? En fait, c'était le nom d'un cheval de course. Et il se trouve que Jacques et moi, on allait souvent les étés s'occuper des chevaux de course du père de Jacques. Et on gagnait un peu d'argent en s'occupant des chevaux, mais aussi en pariant. Et Paléo était le nom d'un cheval qui nous a fait gagner quelque argent. Alors c'est vrai que vous avez eu de la chance parce que vous avez fait des paris incroyables à cette époque-là. Bon, c'est vrai que se lancer dans un festival en plein air, c'était audacieux. Notre chance, c'est qu'on était les premiers. Et par conséquent, on pouvait à peu près tout inventer. C'est un défi. On se fait très peur, mais on y croyait tellement. On avait une conviction inébranlable. On avait un enthousiasme inoxydable. Ce qui fait que malgré la méfiance ou le scepticisme de tous les gens, ça ne pouvait pas avoir d'emprise sur notre détermination de faire ce festival. Alors tout ça a l'air de couler de source comme ça, mais en réalité, vous avez eu quand même pas mal de déboires, pas mal de difficultés, pas mal d'épreuves à surmonter. Racontez-moi quelques souvenirs, quelques anecdotes. C'est sûr qu'il y a des moments qui ont été difficiles. Je pense à la difficulté de trouver quelque argent pour organiser le premier festival en plein air. On avait encore quelques dettes. Et auprès de certains fournisseurs, alors il fallait aller trouver les fournisseurs, leur dire non seulement on n'allait pas leur rembourser tout de suite, mais en plus il fallait qu'ils nous fassent confiance parce qu'on allait leur commander encore plein d'autres choses qu'on paierait plus tard, quoi. Ensuite, il fallait trouver de l'argent. Il y avait 11 banques à Nyon à l'époque. J'avais fait le tour de toutes les banques. Il nous fallait 50 000 francs. Et j'ai jamais osé demander 50 000, j'ai demandé 20 000. Et finalement, il y a une seule banque qui a dit oui et qui a donné 5 000. Puis on a dû aller à 3 pour signer un cautionnement solidaire devant notaire. Et comme il y a un copain qui venait de se marier, sa femme a dû aussi venir, quoi, pour 5 000 francs. Quoi. Puis bon, il y a eu un certain nombre d'autres éléments. Il y a eu des angoisses, il y a eu des difficultés. Il y a eu une tempête sur le festival quelques heures avant l'ouverture des portes où il y avait une vision vraiment de sinistre. C'était vraiment un moment très difficile. Mais la solidarité de l'équipe a été tellement forte que c'était... d'abord on a réussi et ensuite c'était très émouvant quand les spectateurs sont arrivés sur le terrain parce que tout d'un coup il faisait grand beau et c'était vraiment le calme après la tempête, la sérénité après l'angoisse. Alors pour innover, pour inventer de nouvelles choses, vous avez inventé des nouveaux chapiteaux, vous avez inventé des nouvelles scènes, ce qui permet au public de se promener d'un endroit à l'autre. Nous aimions toutes sortes de musique et il n'y avait pas de raison de se cantonner à un seul aspect. Donc progressivement, on a élargi et en 1990, on a mis de la musique classique. C'est presque un rendez-vous annuel obligatoire, un concert de musique classique. Puis après, on s'est ouvert progressivement sur les musiques électroniques, sur le hip-hop, le rap,
d'autres formes de musique et les musiques du monde, par exemple, étaient présentes depuis presque le début. Quels ont été les premiers succès? Qu'est-ce qui tout à coup a fait que vous y avez cru pour de bon et vous vous êtes dit ça y est, on est parti? D'abord, les sponsors ont commencé à s'intéresser vraiment à la musique. Ce qui évidemment nous a permis d'avoir une promotion plus importante et qui a fait qu'on est monté d'un cran au niveau de la fréquentation du festival, puisque très rapidement on a dû envisager de limiter le nombre de billets qu'on mettait en vente, de manière à ce qu'il n'y ait pas un nombre excessif de spectateurs sur le terrain. Et on a pu d'abord en 1994 créer pour la première fois un fonds de réserve, 19e édition, et c'est au bout de la 19e édition qu'on a pu avoir une réserve qui nous permettrait de faire face à quelques problèmes de météo notamment. La plus grande récompense, c'est la satisfaction du public. Mais c'est même une partie du salaire. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'au moment où un spectateur il rentre sur le terrain du festival, à défaut d'être dans un monde parfait, parce que ça serait ennuyeux, en tout cas impossible, il est au moins dans un endroit où il va rêver et il va avoir vraiment beaucoup de plaisir et si possible des émotions et des rencontres et vivre quelque chose d'intense. Quand je suis dans le festival, je vais voir beaucoup de concerts, le plus souvent du côté public, mais de temps en temps je vais me glisser près de la scène et quand il y a une fusion, une communion entre ces gens, c'est extraordinaire. Et quand je vois des dizaines de milliers de visages illuminés par un bonheur, on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'est un bout du salaire et ça donne une énergie extraordinaire pour tous les mois d'hiver. Nous, on est au service du spectacle, on est au service d'un environnement qui doit être favorable à une fête de la musique et on essaye de tout faire pour que ça fonctionne comme ça. C'est un rituel du mois de juillet quasi indémodable. Comme chaque année, à pareille époque, le Paléo Festival investit les hauteurs de Nyon pour 5 jours de fête entièrement dédiés à la musique. Une nouvelle édition où les têtes d'affiche sont encore nombreuses. La chanteuse Björk, le groupe de rock Muse ou encore le légendaire Robert Plant de Led Zeppelin. Avec une telle concentration de vedettes au mètre carré, on imagine un Daniel Rossella sollicité de toutes parts. Première surprise, c'est loin d'être le cas. Ça va? Et toi? Salut. Comment ça va? Normalement, moi j'ai fini mon travail en fait. J'ai une conférence de presse le jour avant, une conférence de presse le dernier jour, c'est ce que je devais préparer. Puis autrement, je vais voir des concerts et puis dire bonjour à des gens. Sauf s'il y a une crise. Moi, j'ai aucune mission précise, mais je suis en réserve s'il y avait une situation grave. Pas de situation grave à signaler, le directeur et fondateur de l'événement peut donc rester tranquille et profiter comme un simple festivalier. Un festivalier privilégié, parce que je peux voir tous les concerts, ou presque, et puis dans des bonnes conditions. En plus, j'ai pas besoin d'acheter mon billet, donc c'est pas mal. Le premier concert de la journée pour Daniel, ce sera sous le chapiteau dévolu aux jeunes artistes. C'est en plus un groupe suisse qui s'y produit, alors pas question de louper ça. Je vous demande de les applaudir. Alohan! Yes, ça fait super plaisir de vous voir si nombreux. On a vu des concerts pendant des années ici, on est venu, on a reskié, on est rentré sans payer, on a fait des trucs de backstage, on a tout fait ici depuis 15 ans, on est là. C'est clair que ça a un sens, bien sûr, on est heureux, on est super heureux de le faire. Je pense que je parle au nom de tous, on est vraiment heureux de le faire. On est vraiment heureux, c'est big Paléo. Si jouer au Paléo est un privilège pour les artistes, il semble que l'état d'esprit qui règne sur le festival soit cette année encore une source de satisfaction pour le public. Accueil, organisation, programmation, c'est toujours la même analyse côté festivalier. C'est vraiment de la balle. Tout le monde fait la fête, puis on entend parler toute l'année du Paléo, quoi. C'est une date réservée chaque année. Pourquoi? C'est extraordinaire, faut venir. Il y a plein de gens qui viennent de partout et il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Puis ça est vraiment grand, donc on se sent pas compressé et tout, donc ouais, non, c'est vraiment bien. Tout le monde est là. Ceux qui étaient là il y a 30 ans, ils sont venus après avec leurs enfants, ils continuent à venir peut-être même avec leurs petits-enfants. Et tout le monde se retrouve, ça traverse les générations.
Désormais très loin des 1800 spectateurs de la première édition, le Paléo est passé aujourd'hui à près de 3800 collaborateurs bénévoles et a franchi cette année la barre des 4 millions de visiteurs. Une belle réussite dont a été témoin François-Xavier Paco, ami de Daniel Rossella et speaker de la grande scène 18 ans durant. Il est aujourd'hui la mémoire vivante du musée Paléo. Vous voulez voir à quoi ressemblait Rossella à l'époque? Ben voilà, il est là le garçon. Hein? Ça y est, ça c'est Rossella dans les premières années, quoi. À l'époque où on mettait tous des t-shirts Gaston Lagaffe, ça vous situe le niveau. Il fut un temps où il savait tout. Il savait pourquoi on avait mis un clou à cet endroit-là, pour quelle raison il y avait ce clou. Et puis moi maintenant, je pense qu'il ne sait plus du tout à quoi sert le clou là, parce qu'il n'y a plus besoin de savoir à quoi sert le clou là. Hein. C'était ça le changement de Rossella entre 76 et aujourd'hui, c'est qu'il a monté une structure à laquelle il a pu déléguer passablement de choses. Alors il pourrait se la raconter, puis il ne se la raconte pas. C'est vrai, il est très très discret. Il fait confiance, voilà. Mais je suis convaincu que quelque part il contrôle quand même, mais tant que ça marche, pas de raison de s'en mêler. Et si le festival fonctionne, c'est aussi peut-être parce que Daniel Rossella et son équipe savent se renouveler lors de chaque édition. Celle de 2007 n'échappera d'ailleurs pas à la règle, avec le pari audacieux d'introduire un certain humoriste au milieu de toute cette musique. Paléo, c'est l'histoire d'un festival où un gars est venu un jour, m'a dit « Allez, viens faire rigoler 35 000 personnes ». Mais vous vous rendez pas compte, vous? Moi, je suis tout seul, vous êtes 35 000. 35 000 personnes, ça fait au moins 70 000 yeux, ça fait des millions de cheveux. Et ça fait de l'amour! Ça va pas aller ce soir? Alors Daniel, aujourd'hui, il y a des vraies valeurs dans ce festival. Parlez-moi de toutes ces valeurs profondes que vous mettez en... J'allais dire que vous défendez. La première, c'est le respect, qui est une valeur. Parfois, c'est un mot qui a été considéré un peu comme désuet au cours des années précédentes. Non, pour nous, bien. il a toujours gardé sa valeur. C'est le respect des spectateurs, c'est le respect des collaborateurs, c'est le respect des artistes, c'est le respect de l'environnement. Et ça, ce sont des valeurs très importante. Et puis, il y a la tolérance et l'ouverture d'esprit. Pour nous, ça fait partie, c'est inhérent. Au festival, le but, c'est d'élargir l'horizon musical des gens, mais aussi élargir leur horizon tout court, de leur faire voir la culture des autres, de leur faire voir l'autre, et de favoriser des rencontres et de faire en sorte qu'il y ait un esprit de tolérance et de découverte. La dernière grosse émotion, c'était quoi? C'est presque toujours lié à un concert ou un spectacle. Cette année, c'était Gad Elmaleh. Quand il est arrivé sur scène, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Lui, il pensait que ça irait finalement assez bien. Il avait peur avant, mais finalement, en arrivant sur scène, il s'est dit « ça va aller ». Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose et on a senti qu'il y avait 40 000 personnes devant. Il n'y avait plus personne nulle part ailleurs sur le terrain. Et tout d'un coup, à ce moment, moi, j'ai ressenti ce qui lui arrivait, quoi. Presque une sorte de vertige. En voyant cette foule et en voyant l'éclairage sur toutes ces têtes et tous ces gens qui lui faisaient un accueil complice et qui lui disaient « N'aie pas peur, t'es tout seul, mais on est tous avec toi ». Et j'ai vécu un véritable instant de bonheur. Vous en avez presque la larme à l'œil quand vous parlez de ça, Daniel. Bah oui, parce que c'était un moment très fort et quand il y a autant de gens qui vivent ça en même temps, et ça c'est la magie du spectacle, c'est la magie de l'événement. Moi, j'aime l'événement et j'aime le spectacle. Alors, quel regard portez-vous sur tout ce parcours? Des fois, j'ai de la peine à y croire. Je regarde le festival, quand je vois ça, quand je vois tout ce monde, quand je vois toute l'organisation, je me dis, mais c'est nous, ça? Des fois, j'ai un doute. Je me demande si c'est vraiment nous, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un tout petit brin de fierté. Ah oui. Alors, le prochain rendez-vous, le prochain Paléo, quand est-ce que c'est? Du 22 au 27 juillet prochain, on y travaille activement, ça occupe mes pensées, je dirais pas jour et nuit, mais il y a tellement d'envie, tellement de choses à faire, avec à la fois des constantes qu'on connaît, et puis tout ce qui va changer. Et je prends souvent l'exemple d'une vigne et d'une vinification. C'est la même vigne, mais c'est jamais la même vendange et ça sera par conséquent jamais la même vinification. Alors souhaitons que cette vendange soit magnifique comme toutes les autres. Et puis merci pour ce beau moment passé avec vous.
On aurait voulu passer encore beaucoup plus de temps à vous écouter, parce que c'est passionnant, c'est une aventure d'homme aussi réussie. Bravo Daniel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.